Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour un nouveau numéro du Talk du foot amateur. Au programme de cette émission, on va revenir en long sur le COMEX de la Fédération française de football qui s'est tenu ce mercredi, les décisions qui ont été prises et notamment la Ligue 2 à 22 qui ne verra pas le jour. Descente donc du Mans FC mais également de l'US Orléans en National, descente confirmée aussi du Puy et de Béziers en National 2. On sera dans quelques instants avec le meilleur buteur à la fois de la saison mais aussi de l'histoire du Mans FC, Vincent Créhin. On parlera avec lui de la saison mais également de cette décision si cruelle alors qu'il restait 10 journées avant la fin du championnat. Autre invité également, Anthony Scaramozzino, c'est le latéral de Boulogne-sur-Mer, historique à la fois du championnat de Ligue 2 mais aussi de National. Boulogne-sur-Mer, club qui n'a pas été écouté dans son envie de faire un barrage contre Niort, 18e de Ligue 2. Comment justement a-t-il vécu cette situation et même à l'intérieur du club? On en parlera donc avec lui dans un instant. Et puis on va aussi évoquer le Tours FC, un club mythique qui monte en National 2 après le dépôt de bilan d'il y a un an. On sera avec Fabien Campioni, c'est l'actuel entraîneur des gardiens du club tourangeau. Pour m'accompagner dans cette émission, vous les connaissez maintenant très très bien, les trois. Il y a Manu, il y a Vincent, il y a Jérôme. Bonjour à vous, ça va bien? Super Max, écoute, tout va bien, tout va bien. On a quand même une perspective, puisque j'ai lu l'interview de Noël Le Graët hier dans le Télégramme. On a la perspective de retrouver le foot fin août et ça me paraît vraiment très loin là. Ça me déprime un peu. Bah oui, j'imagine, surtout pour commenter. C'est quoi déjà les oh là 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 là, c'est ça? Autant pour moi, autant pour moi. Bon, Vincent, Jérôme, on va parler ensemble, bien évidemment, avec Manu, de ce COMEX. Jérôme, d'abord, peut-être revenir sur les décisions de la Fédération française de football. Alors, j'ai évoqué notamment les différentes descentes. Est-ce qu'il y a eu d'autres informations à retenir de ce COMEX? Eh bien non, pas du tout. Normalement, le COMEX aurait dû évoquer le sujet du fonds de solidarité, donc le fameux fonds de 20-25 millions, peut-être un peu plus, qui doit être destiné aux clubs de ligue et district. Or, il n'a pas été évoqué du tout. On m'a dit que c'était consacré au football professionnel, donc avec la révocation de la décision de la LFP sur la Ligue 2 à 22. Et que pour l'instant, tout n'était pas encore calé sur ce fonds de solidarité. Les infos qu'on a, c'est que ça serait à peu près 10 € par licencié, donc ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, a priori, il y aurait peut-être un mais ça sera à l'ordre du jour du prochain COMEX, peut-être la semaine prochaine. Bon, on suivra ça bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Dès la semaine prochaine, on va revenir sur les différentes descentes, donc Le Mans et Orléans qui seront l'année prochaine en national et puis donc les descentes confirmées du Puy et de Béziers. Alors, à vrai dire, on s'attendait à cette décision très clairement de la part de la Fédération française de football parce qu'il y a des descentes de Ligue 1 en Ligue 2, de National en National 2, ça va jusqu'au district comme ça. On n'imaginait pas que la Ligue 2 soit exemptée finalement. Qu'est-ce que vous en pensez quand même? Est-ce que c'est logique la décision qu'a prise la Fédération française de football, Manu? Alors, moi, je la trouve assez logique. Et d'en appeler justement l'intérêt supérieur du football, je trouve ça assez logique parce que ce qui m'a choqué dans cette réflexion de Ligue 2 à 22, je n'étais pas contre ce dispositif de Ligue 2 à 22, mais le problème, c'est qu'on a complètement exclu l'US Boulogne-Cotopale des discussions. On les a complètement écartés alors qu'eux avaient proposé justement un projet où cette Ligue 2 à 22 se faisait sans le dernier, à savoir Orléans, qui a fait une saison assez catastrophique et chaotique, et en faisant automatiquement monter, on va dire, le barragiste. Non, là, on a l'impression que les gros, avant ce COMEX FFF, se sont mis autour d'une table, se sont dit, tiens, on va pas faire de descente parce que quelque part, ça arrange personne. En plus, il y a des droits records qui arrivent pour la Ligue 2 l'année prochaine. On va se partager le gâteau. Allez, on va rajouter 2 autres équipes de national qui n'auront pas tous les points pour valider la licence club. Et comme ça, on est tous contents et on oublie ce qui s'est passé cette année. Je trouvais ça complètement cruel et injuste vis-à-vis de Boulogne. Je trouvais ça cruel et injuste vis-à-vis des clubs qui vont descendre de Ligue 1 à Ligue 2. Et pour toutes les équipes qui nous concernent, sur les championnats qui nous intéressent, à savoir de national à R1, quoi. Alors, c'est vrai que on va dans ton sens, Manu, mais dans les textes, il y avait la possibilité d'une Ligue 2 à 22. Finalement, ça n'a pas été le cas. Par exemple, pour la Ligue 1, on ne pouvait pas avoir une Ligue 1 à 22. Tout de même, la décision a été prise. Vincent, même avis que Manu? Non, pas pour une fois, je suis un peu en désaccord avec mon binôme, c'est que, en fait, depuis le début,
En fait, je dis que les décisions, il fallait les prendre et je trouve que c'était les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est le cas de Boulogne qui veut absolument intégrer la Ligue 2, mais pourquoi simplement parce qu'ils étaient troisième. Après, je l'ai toujours dit, il y avait aussi Lyon-Duchère, il y avait Bourg-en-Bresse, il y avait le Red Star, en fait, tout le monde. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de batailler et franchement, voilà, il y a pire dans la vie. Ça fait mal de se dire qu'on était proche du but, mais être proche du but, ça ne veut pas dire qu'on y était, c'est-à-dire qu'il reste encore 9 journées et on est sûr au final que ce soit Boulogne, ça aurait été Boulogne qui aurait été au final troisième. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut arrêter de polémiquer les COMEX, plus COMEX, plus COMEX, et tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Et au final, on n'en sait toujours pas beaucoup plus. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et il faut se ranger du côté de la Fédération française de foot qui a décidé de stopper les championnats ici. Autre info assez importante du COMEX, c'est Boulogne-sur-Mer qui ne sera pas en Ligue 2 l'année prochaine et pourtant ils ont demandé d'avoir un barrage contre Niort. Ils n'ont pas été écoutés ni par la Ligue de football professionnel ni par la Fédération française de football. Anthony Scaramodino, défenseur de l'USBCO, est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour à tous. C'est vrai que vous avez eu l'occasion de communiquer assez régulièrement depuis plusieurs semaines maintenant sur les réseaux sociaux pour justement avoir ce barrage parce que le troisième de National à l'époque montait justement en Ligue 2. Après, il y a eu un barrage qui a existé, notamment Le Mans. On en parlait il y a quelques instants, qui a réussi à monter par rapport à ça la saison dernière et finalement, cette année, par rapport à la crise sanitaire, il n'y a rien du tout. Quelle est votre réaction justement? Parce qu'on a cette impression que le Boulogne-sur-Mer n'a pas du tout été écouté depuis plusieurs semaines par les instances du football français. D'une part, n'a pas été écouté, je pense, ni même considéré, je pense. Parce que cette plage de barragistes, elle est légitime. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a 2 montées et demie, entre guillemets, avec le barragiste. Donc, non, on n'a même pas été considéré. C'est même pas le fait de ne pas avoir été écouté parce qu'on relie justement les communiqués du club. Justement, à ce moment même, il y a notre président qui est en Facebook live sur le compte du club, qui est en train de s'exprimer justement à la décision d'hier. Donc non, on n'a pas du tout été considéré. Manu. Je vais même aller plus loin, Anto. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que vous êtes arrivé avec un plan. Je remets en perspective, bien sûr, pour les gens qui nous regardent et qui n'auraient pas eu toutes les informations. Donc, en fait, votre président Deloitte, il est arrivé avec un plan, justement, auprès de la LFP. Le plan, c'était faire descendre le dernier de Ligue 2 et faire monter les 3 premiers de National, puisque, en l'état actuel, les barrages ne peuvent pas se dérouler. Et ce qui est fou, c'est que la sensation que, d'un point de vue extérieur que j'ai, c'est que la Ligue 2 a regardé votre plan, vous a pas forcément d'ailleurs donné de retour et derrière a dit ouais, c'est vrai que la Ligue 2 à 22 c'est vachement bien, mais on va rester entre nous, on va rester entre gros et on va oublier et non-obster complètement cette question du barragiste et du troisième de National, et ils ont voté leur petit accord entre eux et quelque part vous avez été complètement évincé par la suite des propos. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que j'ai lu une interview hier du président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, au Télégramme, qui à aucun moment ne mentionne les conditions, qui parle bien sûr de la finale de la Coupe de France, mais qui à aucun moment ne parle des conditions de mise en œuvre justement de ce barrage d'accession à la Ligue 2. Du coup, dans quel état d'esprit on est quand on est un joueur comme toi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand le championnat va reprendre, on ne sait pas si ce barrage va pouvoir se jouer, donc c'est-à-dire dans quelle division vous allez vous retrouver l'année prochaine. J'imagine qu'on doit être dans un flou complet. Comment ça se passe dans ta tête là en ce moment? Pour être honnête, on en avait parlé déjà il y a déjà un mois. Donc, mais c'est vrai que personnellement, de ne pas avoir de décision fixe, définitive et ferme, c'est difficile de se projeter. Moi, personnellement, je suis un cérébral. Donc, mine de rien, même si je sais qu'on en avait parlé il y a 3 mois, qu'il y avait très peu de chances qu'on accède à la Ligue 2, mine de rien, j'ai du mal à dormir, je me lève tôt, je vais tous les jours au sport pour justement ne pas y penser. Et dès que les dates du COMEX arrivent et qu'on n'a toujours pas de réponse, on est toujours dans le flou. Après, ça, c'est mon cas perso, hein, parce que je suis quelqu'un de vachement, je suis vachement cérébral. Donc. Et après, là, j'ai écouté le président, c'est pareil pour le club. Je me mets à leur place. Ils ne savent pas si on va jouer les barrages. On n'en parle pas. On ne sait pas si le coach doit préparer un groupe pour la Ligue 2, un budget pour le national ou un groupe pour le national. Donc, j'aurais aimé avoir une réponse définitive, de dire, voilà, on passe à autre chose, on reste en national ou on monte en Ligue 2. Et au moins, on peut se projeter pour l'avenir. Après, là, que ce soit les joueurs, les dirigeants et même le staff, c'est compliqué de savoir où on se projette, les joueurs qu'on va recruter, les joueurs qu'on doit laisser partir, que finalement on peut garder si on reste en national. Non, c'est compliqué. Franchement, c'est usant. C'est usant.
Mais malgré le fait finalement que ni la Fédé ni la Ligue de football professionnel n'aient pris en compte justement vos demandes, vous y croyez encore aujourd'hui à la Ligue 2? Vous imaginez qu'il va y avoir un barrage d'accession, peut-être avec Orléans par exemple ou avec Niort, peu importe? Moi, personnellement, après, le club va se battre justement et va envoyer des lettres et faire des recours. Moi, personnellement, j'y crois pas. Donc, j'ai tout dit hier qu'on s'était battu sur et en dehors du terrain. Moi, à mon échelle, on a fait ce qu'on a pu, nous, les joueurs. Après, on peut plus faire grand-chose. On va subir cette décision qu'on attend toujours. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter, quoi. En sachant quand même que maintenant, il y a eu les deux descentes du Mans et d'Orléans. Donc, on imagine qu'un barrage d'accession semble encore plus compliqué. Sont... Ouais, mais c'est là où la Fédé a pris une décision un peu trop rapide, je pense, d'arrêter les championnats le 16. Ouais, le 16, je crois. À partir du 16, ils ont décidé d'arrêter les championnats. Parce qu'à l'arrivée, ils maintiennent les Coupes de France et Coupes de la Ligue. Donc maintenant, on va s'appuyer, je pense que le club va s'appuyer là-dessus en disant mais pourquoi vous maintenez les coupes et on ne peut pas faire des matchs de barrage dans les mêmes conditions que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue. Et en même temps, c'est là où il y a une incohérence. Et en même temps, ce qui paraît compliqué, Anto, c'est que si tu joues ces barrages, je te dis une bêtise, tu les joues début août, pour l'équipe qui va se retrouver, alors, que ce soit par exemple Boulogne qui monte en Ligue 2 ou que ce soit Niort par exemple qui descend en National, comment tu te retournes après pour préparer ta saison à venir, préparer ton mercato, ton effectif, recruter c'est ça aussi qui paraît très, très, très compliqué. C'est compliqué. Ah oui, non, de ce point de vue-là, c'est compliqué. Hein. Du moment où ils ont décidé d'arrêter les championnats, je pense qu'il fallait tout arrêter. Tu as dit une phrase intéressante et je suis désolé Max, je vais juste rebondir dessus. Promis, après je vous laisse la parole aux autres. Tu as dit une phrase intéressante, tu as dit j'ai l'impression que la Fédé s'est un peu précipitée à prendre une décision. On rappelle que la décision elle a été prise bien sûr par le gouvernement et par le Premier ministre Édouard Philippe. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pour tous les passionnés, enfin chez les passionnés, après j'y viendrai aux joueurs avec ma question, mais pour tous les passionnés, il y a en effet la sensation bizarre d'un deux poids deux mesures. C'est ce que disait Vincent Créin tout à l'heure. On risque de réouvrir les bars et les restaurants dans quelques semaines. On peut aller au parc Astérix, on peut aller bientôt à Euro Disney, au Puy du Fou. Mais par contre, on ne peut pas jouer des matchs à huis clos. Ça paraît complètement étonnant. Est-ce que Anto, si les choses étaient à refaire, c'est-à-dire si tu avais l'occasion de revenir 2 mois en avance, toi qui es en plus un garçon d'expérience et qui connais nombre de joueurs en Ligue 2 et nationale, est-ce qu'à un moment donné, le football français et les joueurs eux-mêmes n'auraient pas dû monter au créneau s'il y avait quelque chose à refaire dans tout ça? Moi, personnellement, après, j'aurais pu penser qu'ils auraient pu attendre. Après le déconfinement, si on voit que malheureusement, il y aurait une deuxième vague où ça serait mal passé, ben là, on prend la décision d'arrêter parce que voilà, il y a des vies en jeu. Après, les joueurs, pour être honnête, nous, on a fait une réunion avec l'UNFP, donc tous les représentants, les délégués de club de National. Donc, on a fait cette réunion il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc, on était vraiment dans le dur. Et c'est vrai que la plupart des joueurs ne voulaient pas reprendre. Donc, moi, je faisais partie des joueurs qui voulaient reprendre parce que justement, on avait notre place de barragiste à défendre. Et après, c'est vrai que quand on parlait un peu plus personnellement des clubs, ben, nous, on avait les structures justement pour appliquer les mesures sanitaires. Donc, dans cette réunion, il y avait Steve Elana, Mehdi Mostefa. Et eux, c'est vrai que ce soit à Pau ou à Cholet, eh ben, pour reprendre dans des mesures sanitaires correctes, pour eux, avec leur structure, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, ils avaient des gros doutes et justement une peur que ça se passe mal, cette reprise. Donc tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. On n'a pas tous les mêmes structures. Je sais qu'à Laval, pour y avoir joué à Boulogne, c'est vrai qu'on avait les structures justement pour faire des petits groupes de 10, s'entraîner. On avait beaucoup de plaines, donc beaucoup d'espace justement pour ne pas être collé. Mais c'est vrai que dans des clubs, c'était très compliqué. Donc je pense que la plupart des joueurs ne voulaient pas reprendre. Et puis aussi par les intérêts également, que ce soit pour une montée ou une descente. Ça, c'est aussi assez logique, bien évidemment. On peut tout à fait le comprendre. Vincent? Ouais, Anthony, en fait, moi, je suis un peu dans l'histoire, que ce soit avec Boulogne, avec Le Mans, avec Orléans. Je suis un peu, finalement, l'avocat du diable. Alors, je dis forcément des choses qui ne me plaisent pas, mais tu vois, tu dis que le championnat s'était arrêté trop tôt. Et ben, regarde l'Allemagne, la Bundesliga, en fait, ça a repris. Aujourd'hui, c'est complètement controversé, c'est-à-dire que le championnat allemand est très critiqué parce que c'est complètement fou ce qui se passe, c'est-à-dire des stades vides, des remplaçants avec des masques, les joueurs, ils n'ont pas le droit de se taper dans la main quand ils marquent un but. En revanche, les mecs, quand ils sont marqués individuels, ils se crachent dans la gueule. Quand il y a des coups francs, les murs, c'est collé et tout ça. Et même Didier Deschamps a critiqué justement la reprise de championnat en Allemagne. Et voilà, encore une fois, moi, je pense que
même si, voilà, comme j'ai dit avec Le Mans, je peux te comprendre, hein, tes compétiteurs, Vincent Créalé aussi, tout le monde avait envie de jouer parce que la saison n'est pas terminée, mais tu vois, dans ce cas-là, il y a énormément de clubs. C'est-à-dire que vous auriez pu être barragiste, mais si tu continues la saison, on n'est pas sûr que ce soit Boulogne qui soit barragiste parce que derrière, il y a du monde encore. Ah bah oui, non, de ce côté, mais c'est pour ça que dans 3 semaines, j'avais dit que le plus important, c'était de protéger nos proches, nos familles, et que s'il y avait une décision à prendre, il fallait qu'elle soit prise. Après, c'est toujours facile de critiquer une décision. Ils ont pris une décision. Moi, à partir de là, je l'avais accepté, on en avait parlé il y a un mois. Je veux dire, je préférais protéger ma famille, mes proches et les miens qu'aller jouer sur le terrain vert. Mais non, après, je pense que j'aurais tenu le même discours, que ce soit Boulogne ou un autre. Après, c'est comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on était sur une bonne spirale, mais ça ne veut pas dire qu'on aurait pu monter directement ou accéder à cette place de barragiste. Donc, il y avait beaucoup d'autres prétendants. Donc ça, après, c'est que des suppositions. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on était dans une bonne dynamique qu'on aurait pu aller jusqu'au bout. Hein. On aurait pu avoir une embûche et s'écrouler. Donc, mais je pense que la décision a été, de la Fédé et de la LFP a été prise trop rapidement par rapport au discours du gouvernement. C'est juste ça que je peux remettre en cause. Mais après, il fallait prendre une décision à ce moment-là. Surtout, ce qui n'est pas compréhensible, et ce que justement vous avez dit, c'est que les lieux touristiques vont réouvrir cet été. On pourra justement aller dans les zoos, dans les parcs d'attractions ou autres. Mais par contre, il n'y a pas de football. Et sans doute que si on prend cet exemple-là, à ce moment-là sur le football, ça ne va pas reprendre avant le mois d'août, le mois de septembre, voire plus, hein, si on continue dans cet état d'esprit, alors que d'autres lieux rouvrent. Pour revenir un petit peu, Anthony, par rapport à cette Ligue 2 ou nationale, on voit déjà depuis plusieurs semaines beaucoup de clubs qui commencent à recruter. Dunkerque, par exemple, qui a commencé son recrutement. On a vu aussi, c'était le cas pour Grenoble, même en national avec, par exemple, ton ancien club, le Stade Lavallois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné, justement, de prendre du retard, un retard qui peut être assez important, notamment sur le début de saison? Bah oui, je pense, mais c'est là où je reviens sur mes propos, où c'est compliqué de se projeter avec le staff, à savoir. Par exemple, pour donner l'exemple, Le Mans et Orléans, en tout cas, Le Mans, de ce que nous a dit Vincent Créin, c'est que potentiellement, il ne pourrait pas y avoir de CNOSF, en tout cas, qui ne vont pas continuer les recours ou autres pour justement préparer le championnat. Est-ce qu'à un moment donné, justement, Boulogne ne doit pas faire la même chose? Oui, bah, je pense qu'ils anticipent les deux cas de figure. Hein. Donc après, il y a des personnes compétentes au sein du club, donc, et notamment notre coach, Laurent Guyot, qui a beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'ils doivent travailler sur deux cas de figure. Une accession en Ligue 2 et le fait de rester en national. Manu. Hors blessure, j'imagine que dans ta carrière, tu n'as jamais connu une période comme ça où sans disputer, sans jouer, sans t'entraîner, c'est-à-dire une période où il n'y a absolument pas de football dans ta vie. Est-ce que tu appréhendes justement le retour au travail et comment va le corps? Comment va le corps aujourd'hui? J'appréhende, non, j'appréhende pas parce que justement, je m'entraîne tous les jours. Donc, comme je l'ai dit, et comme cette situation elle me tracasse beaucoup, bah, c'est vrai que voilà, j'essaye de pas y penser en faisant du sport. Donc, après, on voit que c'est pas des entraînements collectifs, hein, mais c'est vrai que ouais, j'essaye de pas y penser justement en faisant maintenant qu'on peut sortir un petit peu en faisant du vélo, courir dehors, m'aérer l'esprit. Hein, c'est surtout ça. Donc, non, l'appréhension, je l'ai pas. Après, quand je vois beaucoup le nombre de blessures sur les championnats et les clubs qui reprennent, que ce soit en Italie, en Espagne, c'est vrai que là, je me pose des questions parce que c'est des joueurs qui ont toutes les installations à leur disposition, staff médical, staff technique. Et je me dis que même eux, qui doivent être super entraînés, en ayant même des préparateurs physiques privés, bah, je me dis, il y a quand même des pépins. Donc, nous, à notre niveau, il va falloir faire très attention. Lui ne se blesse jamais, Vincent. Je me blesse plus, en tout cas. Non, Anthony, en fait, tu vois, j'allais poser une question et finalement, tu es venu directement en parlant effectivement du nombre de blessés qu'il y a dans les autres championnats qui ont déjà repris. C'est vrai que ça fait peur. Et les blessures ne sont pas le seul point qui peut poser problème, dans le sens où quand on a discuté il n'y a pas longtemps avec un entraîneur de national, il nous disait lui aussi, alors certainement toi, tu as certainement des potes dans d'autres clubs ou même à Boulogne en fait, qui sont dans ce cas-là, c'est au-delà de la blessure aussi, on est dans une période où il va y avoir aussi de la casse psychologiquement. Ouais, c'est ça. Beaucoup parlent de préparation mentale ou de ramener justement quelqu'un dans le staff pour appréhender cette reprise. Tu connais, toi, des coéquipiers justement qui sont un petit peu déprimés ou des joueurs que tu côtoies avec qui tu es en contact qui auraient justement ce coup de blues ou cette difficulté justement peut-être à venir à se remettre au travail et à revenir un peu au mastic? Non, personnellement, j'en connais pas. On essaie justement de se tirer vers l'eau et pas de commencer à penser.
Donc non, après, c'est un état d'esprit, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. De toute façon, je pense qu'il y avait eu un sondage où il y avait 30 ou 40% de joueurs avec plus du côté du football féminin que masculin. Mais c'est vrai que non, je peux le comprendre, hein, ça peut être très compliqué pour certains à le vivre. Moi, je le dis, je le vis à ma manière, mais c'est vrai que, comme je te l'ai dit, j'ai du mal à dormir, je m'endors tard, je me lève tôt. Donc c'est vrai que psychologiquement, ça y joue, inconsciemment, on y pense. Hein. Et puis, il y a l'envie également de reprendre rapidement le football, peut-être même sûr. Comme il reste un an de contrat, vous serez l'année prochaine à Boulogne-sur-Mer. Ouais. Ça, c'est Ah sûr. ouais. Ça, c'est sûr, bah oui. Ouais, non, on aura, que ce soit Ligue 2 ou même National, faudra vite tourner la page et se remettre dans le championnat. Et justement, je pense que de dire cette phrase, souvent, il y a des coachs qui emploient cette phrase, jouez votre match comme si c'était le dernier. Mais je pense que l'année prochaine, cette phrase-là aura beaucoup plus de valeur. De ne pas prendre de retard à l'allumage. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Ça, c'est une certitude et beaucoup de clubs, sans doute, en ont pris conscience également pendant cette période. Merci beaucoup, en tout cas, Anthony, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon courage, on se retrouve sur les terrains. Merci, ouais. Merci Anto, ça donne du baume au cœur. On sait qu'on te recroise l'année prochaine, alors ça veut dire. Ouais, ça va. Pour terminer cette émission, on va parler du Tours FC. Ça nous fait plaisir parce que Tours va passer de National 3 à National 2 et peut-être, on l'espère, très prochainement retrouver également le 3e échelon du football français. On est avec l'actuel entraîneur des gardiens, Fabien Campioni. Bonjour Fabien. Salut. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver le Tours FC à un niveau un peu plus, logique par rapport à la structure du club également, cette montée en National 2. On sait que c'est pas forcément toujours simple, le National 3, parce qu'il n'y a qu'une seule montée. Vous avez réussi dès la première saison, et ben justement, à accéder au 4e échelon du football français, ce que d'autres n'ont pas réussi à faire. Petite fierté quand même, j'imagine. Ouais, c'était l'objectif qu'on s'était fixé de remonter très très vite, de pas stagner dans cette division. Comme tu l'as dit, c'est pas évident, il y a qu'une montée. Et puis ça reste régional, donc c'est beaucoup de derby. Sachant que quand tu es le club phare de la région, ben forcément, toutes les équipes, elles ont envie de te battre. Donc ouais, c'était pas évident, mais voilà, écoute, on a fait le job. Et surtout au stade de la Vallée du Cher, en plus, on imagine que c'est un stade que beaucoup d'équipes ne connaissent pas forcément, en tout cas, pour y jouer. Manu. Ouais, Fabien, t'as tout dit. Moi, c'est ça qui me faisait le plus peur, on va dire, pour Tours. C'est en revenant en National 3, et c'était beaucoup de supporters avec qui j'avais l'occasion d'échanger qui me disaient, mais c'est dingue parce que vu qu'on joue que des équipes, on va dire, de la région et même parfois de la banlieue de Tours, on a l'impression qu'il y a un derby à chaque fois, que c'est le match, qu'ils jouent leur match de la vie. Donc, il y avait, on va dire, tous les pièges possibles pour le Tours FC. Mais j'ai l'impression que dans votre saison, ce qui a donné du baume au cœur et au club et aux supporters et au groupe, mais ça, tu nous le diras parce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur, c'est vraiment ce parcours en Coupe de France qui vous a à un moment donné aidé et peut-être donné un peu des ailes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, si tu veux, c'est un tout. C'est qu'on a une entame de saison qui est plutôt bonne. Alors, les tours de coupe ont été c'est un peu mitigé parce qu'on a réussi à faire un gros match sur le premier tour, mais après, c'était quand même plutôt compliqué d'en sortir. Ça a passé soit au penalty, soit un but à la 90e. Mais si tu veux, ouais, ça a donné un esprit à cette équipe. Ça lui a donné une envie de se battre, de jamais lâcher. Et on l'a vu sur les résultats après, où parfois on n'était pas forcément l'équipe qui dominait sur le terrain. Même parfois, on s'est vu mener 2-1 ou 3-1. Et la force de caractère de cette équipe qui s'est construite en coupe, c'est justement d'aller chercher le résultat, de jamais renoncer et de toujours ramener, de viser les 3 points. Il y avait pas d'autre alternative pour cette équipe que de ramener les 3 points. Vincent? Ouais, Fabien, toi, à Tours, en quelques saisons, tu as connu quand même quelques très bons coachs. Mais là, celui qui a pris la relève la saison dernière, Noé, en fait, il a fait déjà un très, très gros travail avec le U19. Et là, ce qu'il a fait avec l'équipe première du Tours FC, c'est énorme pour un jeune coach à ce niveau-là. Ouais, moi, Noé, ça fait maintenant 4 ans que je le connais. Alors, je travaillais beaucoup avec lui parce que quand il était au centre, c'est vrai que je m'occupais des gardiens du centre. Donc, j'étais souvent avec lui, même sur le bord du terrain. Parfois, je l'accompagnais. C'est un homme de caractère, c'est quelqu'un qui a ses idées. Et ce qui est bien chez lui, c'est qu'il ne renonce jamais à ses idées. Il a une philosophie de jeu qu'il instaure depuis longtemps au centre avec les 17 nationaux, puis les 19. D'ailleurs, on a vu son parcours en Gambardella. Donc, il a sa propre philosophie. Et quoi qu'il arrive, il ne doute jamais.
même si parfois tu es tenté à avoir des résultats plutôt moyens ou si ton équipe elle ronronne un peu, c'est pas quelqu'un qui va renoncer à changer de système du jour au lendemain. Voilà, il a son idée, il sait que ça va fonctionner. La semaine, il travaille pour tout mettre en place et pour que ça fonctionne sur le terrain. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le Tour FC de l'avoir récupéré dans l'équipe première. Là où c'est intéressant également au niveau du Tour FC, c'est au-delà du coach, bien évidemment, certains joueurs qui sont restés, qui sont revenus également à Tours. Et puis, il y a eu, je trouve, un recrutement assez malin il y a un an, en allant chercher justement des joueurs qui connaissaient ce niveau, National 2, National 3, voire même certains joueurs qui ont permis aussi, on en parlait en début d'émission du Mans FC, qui ont permis au Mans FC de revenir dans le statut professionnel, qui étaient présents aussi en National 3 et qui ont permis les différentes montées. C'était, on imagine, voulu, mais en tout cas, c'était assez intelligent, ces choix-là. Alors, à la base, le coach avait souhaité justement ramener une identité et un ADN au club. Et le choix s'était porté justement sur des joueurs passés par la formation au Tour FC, qui avaient plus ou moins échoué dans leur parcours, dans leur cursus. L'idée, c'était de les ramener sur Tours. C'était de prendre des joueurs du cru, comme des joueurs comme Youssef Idas, comme des Antoine des Péraguin, des Mahamat. Donc, c'était justement de les attirer sur le club et de forger une identité vraiment régionale. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des joueurs qui aujourd'hui viennent plus pour le projet plutôt que pour un attrait autre que peut amener le Tour FC. Et aujourd'hui, ce projet va se pérenniser parce qu'aujourd'hui, le club continue dans cette idée-là pour le recrutement pour l'année prochaine. Ouais, Manu. Oui, on sait, Noureddin en a parlé en interview, on sait qu'il veut garder notamment l'ossature de cette équipe. Le Tour FC est redevenu un club amateur, mais avec des structures professionnelles. Je sais qu'il y a ce nouveau projet voulu aussi par le président Ettori de retrouver très rapidement le niveau professionnel. Raconte-nous un petit peu la première journée de ce Tour FC redevenu un club professionnel, le premier entraînement. Comment ça s'est passé un petit peu dans les têtes? Parce que je crois que tous les joueurs de l'an dernier n'étaient pas encore partis. À ce moment-là, je crois qu'il y en a certains qui s'entraînaient même un petit peu avec vous pour continuer un peu leur remise en forme. Raconte-nous un petit peu cette transition, parce qu'elle a dû être archi brutale, notamment pour quelqu'un comme toi qui avait connu le Tour FC en Ligue 2, en National et avec ce statut pro. En fait, elle s'est faite en deux phases. Si tu veux, il y a eu la première phase où effectivement on était avec l'ossature des joueurs de National 1 de l'année dernière. Donc ça s'est fait sur la première semaine. Ensuite, on a brutalement coupé les entraînements pendant une semaine. Où là, on nous a demandé très rapidement, à moi et à Sébastien Gondouin, de vite constituer une équipe de National 2, puisqu'à l'époque, on n'était pas encore passé devant la DNCG. Et donc, on a eu une semaine pour monter un groupe de 18 joueurs. Donc, c'est parti dans tous les sens. Et je t'avoue que ça a été très compliqué pour nous. Donc, on a refait une deuxième phase de reprise d'entraînement avec des joueurs qui avaient plutôt connu le niveau N2, N3, voire R1, R2, R3 aussi. On s'est retrouvé avec des Antoine Perron, avec des Omar Gassama, avec des Xavier Grondin, donc des jeunes qui étaient au club, donc des 19, des joueurs qui étaient en N3 avec la réserve. Et effectivement, ça a été brutal parce que du jour au lendemain, tu t'aperçois que tu retombes un petit peu dans l'anonymat, que même si les structures sont là, les moyens ils sont plus. Et là, on doit faire avec le système D. Donc, ça a été compliqué. Mais en même temps, ça a été, je te dirais, presque… C'était un challenge assez excitant quand même. Parce qu'on se disait qu'il y avait une page blanche et qu'il fallait qu'on la réécrive et que petit à petit, allait venir se greffer tout autour des moyens plus ou moins élevés par rapport à la division. Mais ce n'était pas les moyens qu'on a connus et on restait malgré tout dans les moyens financiers, en tout cas, un vrai club amateur et de N3. Vincent? Oui, Fabien, forcément, les gardiens parlent aux gardiens. Et en fait, la question, en fait, quand tu vois, en fait, quand on voit ton parcours passer par Istres, Nîmes, Arles-Avignon, Tours, le centre de formation, Tours, tu as connu quand même un sacré paquet de gardiens. Et
Et je sais qu'il y avait de la qualité dans tous ces gardiens que tu as pu toi entraîner et emmener encore plus haut. Quel est celui qui t'a le plus marqué? Alors, si tu veux, il y en a deux pour des raisons très différentes. Le premier, c'est Magno Novaes, parce que moi, je l'ai connu et je suis allé le chercher, mais vraiment, je te dirais pas dans le caniveau, mais pas loin. Il avait été balancé comme ça par un agent un peu véreux en Europe. Il s'est retrouvé complètement seul et perdu du côté de Moulins. Et nous, on va le récupérer là-bas et on tente un vrai pari avec lui. Bon, il s'avère que c'était un pari payant puisqu'il finit meilleur gardien du championnat et il est transféré au Sporting Club de Bastia. Mais au-delà de ça, ça a été une vraie aventure humaine avec lui. D'ailleurs, c'est un garçon que j'ai toujours au téléphone récemment. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc, ça a été une vraie aventure humaine avec lui avant d'être une aventure sportive. Et puis, je te dirais que le deuxième qui pour moi restera toujours quelque chose d'exceptionnel que j'ai vécu, c'est Ludovic Butel. Voilà, Ludo, j'ai travaillé 3 ans avec lui. Pareil, on avait décidé de réécrire sur une page blanche, de tout reprendre à zéro. Et Ludo, c'est un garçon exceptionnel. C'est un mec, je peux pas te décrire, mais si tu veux, quelque part, j'avais une relation presque de père-fils avec lui. Et pour moi, ça restera ma plus belle aventure humaine avec les gardiens de but. Justement, parlant de gardien de but, il y en a un qui est resté au club. C'est Jules Godin qui, justement, vous a accompagné aussi lors de cette saison en National 3. Un dernier mot, justement, sur l'année prochaine, sur le National 2. On a évoqué que tout simplement, en National 3, le match face à Tours était attendu par toutes les équipes. On imagine qu'en National 2, ce sera pareil, d'aller jouer au stade de la Vallée-du-Cher, d'affronter quand même ce club mythique. Comment vous vous préparez à tout ça au niveau du recrutement, notamment comment ça va se passer exactement pour peut-être avoir le projet, vous allez me le dire, de monter en National? Alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le fil conducteur reste le même. Le coach veut vraiment monter une équipe avec un ADN 100% régional. Le recrutement est en train de se faire justement sur ces profils-là. Soit des joueurs passés par la formation Tourangelle, avec un parcours soit sinueux ou pas, mais voilà, des joueurs qui veulent revenir. Et l'idée, bien évidemment, c'est de remonter en National 1 l'année prochaine. Directement, oui. Directement. Manu? Ouais, une toute dernière question, Fabien. Je voulais te demander, parce qu'au moment où on a beaucoup suivi avec Vincent la fameuse année où malheureusement vous êtes descendu en N2 et ensuite rétrogradé bien sûr administrativement en N3, et à ce moment-là les critiques étaient concentrées autour du président Jean-Marc Ettori. Avec le début, ce nouveau projet dont tu nous parles à tonalité régionale et locale, auquel les supporters s'identifient d'ailleurs énormément, est-ce qu'il y a toujours les mêmes critiques vis-à-vis de la présidence? On sait que ça avait été très chaud, parce que je crois que Christophe Boucher, le maire de Tours à l'époque, avait voulu la tête du président. Est-ce que ça s'est apaisé autour de cette présidence qui a fait beaucoup discuter saison après saison? Alors, je t'avouerai que l'année dernière, ça s'est beaucoup apaisé. Alors certainement dû aux résultats et à l'identité que l'équipe avait sur le terrain. Je pense qu'aussi le fait qu'on ait procuré un petit peu de bonheur aussi à nos supporters, de voir évoluer cette équipe sur le terrain, a apaisé les choses. Je ne peux pas te certifier que ce soit vraiment le calme plat, mais en tout cas, on n'a pas eu de soucis l'année dernière ou de contentieux avec la mairie ou avec qui que ce soit. Je pense que, au contraire, les choses sont redevenues un peu plus correct, on va dire, quand on parle en général d'une mairie et d'un club de foot. Donc aujourd'hui, les choses se sont apaisées, ça c'est une certitude. Bon, on suivra en tout cas le Tour FC l'année prochaine en National 2, bien évidemment. Et puis, on aura l'occasion d'avoir, on l'espère, d'autres invités par rapport au club tourangeau. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir été avec nous. Merci à vous, la team. Fabien. Avec grand plaisir, Fabien Campioni, entraîneur des gardiens de cette formation du Tour FC. Merci Manu, merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, sans problème. Merci à toi.
Et puis, Bon. on va l'expliquer à nos auditeurs quand même. Jérôme, malheureusement, a eu un problème de connexion. C'est pour ça qu'il Voilà. va revenir pour la Ça arrive, bien évidemment. Merci à vous si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager cette émission et donc à la semaine prochaine. Bye bye.